On va s'intéresser aujourd'hui à deux des plus célèbres réseaux d'espionnage du XXe siècle. Ils servaient à la même cause, l'Union soviétique, mais ils venaient de mondes, mais alors radicalement différents. Alors, posons le décor tout de suite. D'un côté, on a les 5 de Cambridge. Là, on parle du gratin, de l'élite absolue sortie tout droit des plus prestigieuses universités britanniques. Et de l'autre, les Rosenberg. Eux, c'est un couple issu de la classe ouvrière de New York. Rien à voir. Deux mondes complètement opposés qui pourtant travaillaient pour le même maître. Pour bien comprendre cette histoire incroyable, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va se demander ce qui les a motivés, leurs convictions. Ensuite, on plongera dans la toile de secrets qu'ils ont réussi à tisser. Puis, on verra comment tout ça s'est effondré, comment l'étau s'est resserré. Et enfin, on comparera leurs destins, qui sont, on va le voir, diamétralement opposés. Allez, on commence par le début, la conviction. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à trahir son propre pays? Eh bien, dans leur cas, ce n'était pas l'argent, non, c'était une cause, une idéologie. D'abord, regardons de plus près les espions de Cambridge. On parle de gens comme Kim Philby, Donald McLean, Guy Burgess. Leur père était diplomate, baronnet, officier de la Navy. Ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Ils faisaient partie de l'establishment, ils en connaissaient tous les codes. Alors pourquoi trahir? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte des années 30. La Grande Dépression fait des ravages, le fossé entre les riches et les pauvres est immense. Pour ces jeunes hommes brillants et idéalistes, le capitalisme semble à l'agonie. Et le communisme, eh bien, ça leur apparaît comme une alternative excitante, la promesse d'un monde meilleur, plus juste. Cette phrase de Kim Philby résume tout en fait. Il y avait une sorte d'ivresse idéologique. Leur engagement était sincère, passionné, presque une conversion religieuse. Ils ne l'ont pas fait pour l'argent, mais par conviction pure et dure. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une toute autre histoire. Les Rosenberg, eux, ne sortent pas de grands amphithéâtres. Julius est fils d'immigrants polonais. Ethel est une militante syndicale qui s'est fait virer pour avoir organisé une grève. Leur communisme est né dans les luttes sociales, pas dans les débats intellectuels. Pour les Rosenberg, la motivation principale, c'est la lutte contre le fascisme. N'oublions pas le contexte. On est à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont alliés à l'URSS contre Hitler. De leur point de vue, partager des secrets avec un allié dans cette lutte à mort, ce n'est pas vraiment une trahison, c'est presque un devoir. Bon, maintenant qu'on a vu les motivations, voyons comment tout ça s'est traduit en actes. Comment ont-ils fait? On va maintenant plonger au cœur de leurs opérations d'espionnage. L'étendue de ce qu'ils ont réussi à obtenir est tout simplement stupéfiante. Les 5 de Cambridge étaient au cœur du pouvoir. MI5, MI6, le ministère des Affaires étrangères. Ils ont livré des secrets politiques et de contre-espionnage d'une valeur inestimable. Le réseau Rosenberg, de son côté, a transmis des secrets technologiques et militaires absolument cruciaux, notamment sur la bombe atomique. Et pourtant, un seul projet, un programme de décryptage ultra secret dont quasiment personne ne connaissait l'existence, va devenir le fil d'Ariane qui va permettre de tout dénouer. Son nom de code, Venona. C'est incroyable quand on y pense. Grâce à Venona, les Américains et les Britanniques commencent à lire les messages secrets soviétiques. Et là, ils tombent sur un nom de code, Homer, un espion au cœur du gouvernement britannique. Petit à petit, ils comprennent qu'il s'agit de Donald McLean. Et en parallèle, d'autres messages décryptés les mettent sur la piste des Rosenbergs aux États-Unis. Une seule faille a mis en péril toute l'opération. Et là, forcément, ça nous amène au point de rupture, le moment où tout bascule, où ils sont découverts. Et c'est là que les réactions des deux gouvernements vont être radicalement différentes. Si on regarde la chronologie, on voit bien les deux rythmes. Côté américain, c'est rapide, brutal. En 1950, les Rosenberg sont arrêtés. Côté britannique, c'est plus lent. On identifie McLean en avril 1951, mais en mai, il s'enfuit à Moscou avec Burgess. Les Rosenberg, eux, seront exécutés en 1953. 2 salles, 2 ambiances. Aux États-Unis, les Rosenberg se retrouvent en plein cœur de la peur rouge, le macartisme. Leur procès est un spectacle. Le procureur, le tristement célèbre Roy Cohn, veut leur peau, il veut en faire un exemple. Tout repose sur le témoignage du frère d'Ethel. Et on apprendra plus tard que le FBI a utilisé Ethel comme moyen de pression pour faire craquer Julius. En Grande-Bretagne, l'ambiance est totalement différente. Pas de grand procès public. Pourquoi? Parce que l'affaire est une bombe qui risque de faire exploser tout l'establishment. Ces espions sont des leurs. Alors on gère ça en coulisses, discrètement. On préfère même qu'ils s'enfuient plutôt que de provoquer un scandale monumental. Cette différence de traitement est la clé de tout. Elle nous amène à la conclusion de cette histoire et à la comparaison vraiment saisissante de ce qui est arrivé à ces espions.
Pour comprendre la sévérité de la peine des Rosenberg, il faut lire cette phrase du juge Kaufmann. En gros, il les accuse d'être responsables de la guerre de Corée et de ses 50 000 morts. Leur procès n'est plus un procès pour espionnage, c'est un procès politique, un symbole de la guerre froide. Et il faut une peine symbolique, la mort. Ce chiffre 2, il fait froid dans le dos. Sur toute la durée de la guerre froide, Julius et Ethel Rosenberg sont les seuls civils, dans tout le bloc occidental, à avoir été exécutés pour espionnage. Les seuls. Le contraste est ahurissant. Pendant que les Rosenberg marchent vers la chaise électrique, les espions de Cambridge qui ont réussi à passer à l'Est sont accueillis en héros. Kim Philby aura même droit à un timbre à son effigie en Union soviétique. Ce tableau, il parle de lui-même. D'un côté, la chaise électrique. De l'autre, une fin de vie tranquille à Moscou pour certains, ou même une mort paisible et libre à Londres, après avoir tout avoué en échange de l'immunité. C'est le grand écart. L'exemple le plus fou, c'est sans doute Anthony Blunt, le 4e homme. Il avoue tout, mais en échange, il obtient une immunité totale. Sa trahison va rester un secret d'État pendant 15 ans. Et pendant tout ce temps, il continue tranquillement son travail de conseiller artistique de la reine d'Angleterre. Incroyable. Alors, on en arrive à la question finale. Comment expliquer une telle différence de traitement? Est-ce que c'est une simple question de justice? Est-ce que c'est le climat politique de l'époque, la peur rouge d'un côté et la discrétion de l'autre? Ou est-ce que, au fond, tout ça n'est qu'une question de classe sociale? La question reste ouverte.